Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le tout dernier numéro de l'année 2019. Cette année a été finalement une année de bonheur, de malheur pour plusieurs personnes aussi, on va dire. Mais l'année où 2 500 000 enfants sont allés à l'école pour la première fois. On va se rappeler toutes les fois où on parlera de la gratuité de l'enseignement. On parlera finalement de ces enfants qui n'ont jamais été à l'école, mais qui vont finalement aller à l'école. Et puis 2019, s'il y a eu deux grands discours, on va dire beaucoup de discours, mais les discours qui ont clôturé l'année, c'est le discours de Martin Fayulu devant la nation, il va dire ça. Il a dit aux Congolais que c'est l'année de la libération du Congo, alors que quelques jours avant, Félix Tshisekedi, lui, avait parlé de l'année de l'action. Est-ce que l'on peut voir l'accord et les désaccords dans le discours? Les deux personnes se rapprochent-ils? Est-ce que Monseigneur Ambongo est-il en train de faire un travail remarquable parce qu'il avait promis la fragilisation de Kabila pour le rapprochement de Félix Tshisekedi et Martin Fayulu? L'Église catholique, je vais plutôt dire, le FCC se rapproche à l'Église catholique. Est-ce que l'on peut dire, est-ce que l'on peut réfléchir et analyser sur cette affaire? Je reçois trois personnes aujourd'hui. Maître Bondo, qui est avocat, ça fait plus de 30 ans qu'il est avocat et qu'il est aussi en même temps encadreur de beaucoup d'avocats au Congo. Et il est là et on parlera de cette histoire de bilan, je veux dire le bilan 2019. On essaiera de discuter là-dessus. Le professeur des universités, professeur à l'IFACI, qui enseigne l'audiovisuel, directeur général d'une très grande entreprise de la presse au Congo depuis longtemps d'ailleurs, il faut le dire. Professeur Mvoto est avec nous, merci d'être là. Et le professeur Chulumbaï, qui est avocat, professeur, cadre de l'UDPS et honorable député provincial. Alors je commencerai par Maître Bondo. Maître, comment allez-vous? Je vais comme un charme, comme vous le voyez. Alors, Maître, vous avez certainement suivi l'année 2019, c'est le tout dernier jour. Plus que quelques heures pour qu'on entre en 2020. Qu'est-ce que cette année vous rappelle politiquement? Merci beaucoup de la question, Christian. Comme c'est la fin de l'année, les traditions veulent que nous présentions les vœux les meilleurs à nos propres familles, à nos amis et à la nation, au peuple congolais et à toute l'humanité, parce que, vous savez, dans mon métier, je suis le fondateur RDC de Avocats sans frontières, bien qu'aujourd'hui je sois un politique actif. Je voudrais simplement dire que cette année nouvelle apporte des réponses aux attentes du peuple congolais. Mais pour répondre à votre question par rapport au bilan, c'est que l'année 2019 a été une année miracle. Le premier miracle, c'est l'alternance pacifique entre l'ancienne opposition et l'ancienne dictature. Au point qu'aujourd'hui, la Constitution de la République a été respectée par rapport à son article 78 avec la mise en place d'un gouvernement de coalition. Toutes les institutions d'ailleurs sont coalisées avec cette conséquence que nous n'avons plus d'opposition à proprement parler, parce que cette opposition, jusqu'à ce jour, n'est pas encore organisée conformément à l'article 8 de la Constitution. L'opposition n'a toujours jamais été organisée. À l'époque de Mobutu, on disait ça, d'Étienne Tshisekedi. Le problème, c'est que cette opposition n'a pas, faute de porte-parole, n'a pas de leadership. Elle n'a jamais eu de porte-parole depuis le début. Non, avant, elle était symbolisée par Étienne Tshisekedi. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, il suffisait de penser à Tshisekedi, on voit tout de suite l'opposition, sans aucun doute. Oui, mais aujourd'hui, et puis depuis qu'il est parti depuis qu'il est parti et que son parti a gagné les élections, bon, nous attendons que l'opposition qui, entre guillemets, s'appelle opposition républicaine, entre guillemets, puisse s'organiser. Et c'est le souhait. Ce qui est avantageux ici,
et une vertu dans le chef du président Tshisekedi, c'est que lui, dans ses prières, souhaite l'avènement de la véritable opposition et non de l'opposition ludique. Et bien, comme si dans la majorité, et puis, dans le pouvoir aussi, fini, je puis terminer pour dire que sur le parcours de l'œuvre de cette année 2019, il y a eu un couac au niveau de la coalition. Très bien. On en parlera. On en parlera. Donc, pour vous, c'est l'année miracle. Professeur Mvoto, le 2019 a été une année, finalement, où les gens disent ce qu'ils voulaient dire. Hein. Tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Mais quelle est votre lecture à vous-même quand vous allez peut-être écrire une tribune? Je suppose que vous allez faire une tribune de l'année ou une tribune bilan. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais par rapport à 2019? La tribune bilan, je l'ai déjà écrite il y a 3 semaines, où j'ai affirmé que globalement, pas seulement par rapport à 2019, que le Congo était un État pratiquement en faillite. C'est ça le bilan, malheureusement, de la situation. 2019 aura été une année difficile pour le Congo, très difficile. C'est une année où on a vu un parti de l'opposition venir au pouvoir. Mais c'était aussi une année de balbutiement par rapport à la gestion de la chose publique. Ça se comprend que c'est un mandat de 5 ans et c'était la première année de ce mandat de 5 ans. Donc on a vu beaucoup de personnalités qui venaient aux affaires pour la première fois. Il y a eu quelques divergences au niveau du gouvernement, quelques divergences entre partis en coalition, le FCC-CAJ. Mais ça aura été aussi une année difficile parce que la situation quasi permanente de l'insécurité qu'on avait au niveau de l'Est s'est exacerbée pendant l'année 2019 au point que le bilan est très lourd aujourd'hui en termes de pertes en vie humaine qui sont attribuées aux ADF. Mais c'est aussi, surtout vers la fin de l'année, une année où on a enregistré beaucoup de catastrophes naturelles, accidents. Qui pouvaient être prévenus, qu'on pouvait prévenir à l'époque, dans le temps, si on avait une politique correcte. Ouais, ben bon. Souvent, quand je parle de ce bilan-là, d'aucuns pensent que je parle de Tshisekedi. Non, je parle du Congo. Donc, parfois, je plains Tshisekedi du fait qu'il a hérité une situation difficile. Parfois, il ne le dit pas, comme quand j'ai suivi son discours. Moi, à sa place, moi, son conseiller, je demanderais qu'il dise la vérité au Congolais que la situation est difficile. Le pays est au bord de la faillite. Mais un président ne se plaint pas quand même. Non. Un père de famille ne dit pas que la maison brûle, sinon tout le monde va partir en catastrophe. On peut aussi dire les choses pour que les gens prennent conscience. Parce que parfois, nous sommes dans l'illusion. Et sinon, si on ne le dit pas, et ça, c'est ça le discours de politique congolais. Quand on va aux élections, on dit aux gens, je veux faire ceci, je veux faire cela, et après coup, on ne fait pas grand-chose et ça nous rattrape. Très bien. Voilà. Donc, ça aura été une année difficile, mais je crois que les 4 prochaines années seront beaucoup plus tendres pour le Congo. Alors, prof Chilumbaï, je dois ici rappeler que nous sommes en train de finir la 2e décennie de l'an 2000 et donc le bilan certainement doit être fait. C'est plutôt le bilan Kabila qui doit être fait parce que c'est 20 ans alors, on va dire 20 ans depuis qu'on a connu le clan Kabila et 2 décennies de règne sans partage. Et là, nous sommes à l'ouverture de la politique avec l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous oublions les affres du passé? Non, il est très difficile d'oublier les affres du passé parce que nous avons des modèles ailleurs. Les gens se sont réconciliés pour construire l'avenir. Les nazis sont jugés jusqu'à aujourd'hui. En fait, moi, je prends plutôt la chose de notre pied. Ça a été une grande année pour la République, comme on l'a souligné ici. Nous avons assisté à une alternance pacifique. On a publié les résultats d'une élection pour la toute première fois, je crois depuis 1965 plutôt, et que les Congolais sont descendus dans les rues pour jubiler et fêter le résultat d'une élection. Je me souviens, moi j'étais à la Cour constitutionnelle, en touche bien entendu comme membre du collectif de défense du président Tshisekedi. Je vis à la sortie aux environs de 3 h du matin, ce boulevard était plein. Ça a été la joie à son comble. Bon, s'il faut faire un bilan à mi-parcours,
encore qu'il faille souligner que le gouvernement n'intervient qu'au mois d'août, presque vers la fin de l'année, et que le président tentait de maintenir ce qu'il fallait maintenir. Il faut le rappeler. On dit qu'il a hérité d'une situation difficile. Non, le président n'a pas hérité d'une situation difficile. Il a hérité d'une jungle, d'un enfer. Et que tout est temps à refaire, tout est temps à construire. Mais il semble ne pas nous le dire. Il semble nous dire que le Congo est dans de bonnes conditions. Lui fait ce qu'il... Il a trop peu de temps pour mettre la moitié de ce temps à rappeler ce qu'il a trouvé. Et il passe le temps à faire ce qu'il faut faire. Mais moi, je souligne quand même que ça a été une année miracle pour les Congolais. Aujourd'hui, on peut s'exprimer librement. Le bilan en termes de droits de l'homme a été largement positif. Nous sommes aujourd'hui en Afrique noire, le pays de référence. Je crois que tous les Africains noirs nous envient. Mais pas quand on détient quelqu'un illégal, disons, sans respecter la procédure. Je parle de Mike Moukebaï qui est aujourd'hui en prison, en détention, on va dire. Y compris les Sud-Africains nous envient. Ça a été une grande année des droits de l'homme. Je crois que si nous étions un peu dans le foot comme à la FIFA, on aurait peut-être gravi de 126 places dans le classement. Donc, c'est trop grand. Vous avez parlé ici de questions sécuritaires. Non, question de sécurité, on en parle tout de suite. Voilà, si vous permettez, on va revenir. C'est un bilan, parce que un bilan miracle. C'est une année qui a vu pour la première fois l'armée reprendre son rôle d'une armée nationale. Très bien. Je préfère qu'on recommence sur la question de la sécurité. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Maître Bondo, sur la question de la sécurité, voici les propos de Monseigneur Ambongo. Il dit que la situation s'amplifie davantage, mais c'est notre frère, il faut le protéger. Alors, est-ce que nous retenons, excusez-moi, est-ce que nous retenons la logique selon laquelle les tueries ont finalement grimpé d'échelon, les tueries continuent, se multiplient, ou vous pensez que c'est une suite logique de la jungle, comme le dit le prof Chilumbaï? Vous savez, le prophète Chilumbaï a pesé le mot pour dire que Tshisekedi hérite d'une jungle. Mais moi, je dis que cette jungle a laissé tout en ruine. Tout en ruine. En commençant par le mental du Congolais. Nous avons été déstructurés par la parenthèse criminelle AFDEL. Ça nous a déstructurés, déshumanisés. Maintenant, par la grâce de Dieu, la grâce divine, nous avons un chrétien à la tête du pays qui nous appelle, nous invite tous au changement de mentalité. Parce qu'au centre de sa politique, c'est l'homme congolais qu'il faut reconstruire. Et lorsque je me rappelle qu'en 1986, l'Assemblée générale des Nations Unies a pris une déclaration, le droit au développement, à son article 2 dit, toute politique doit avoir au centre l'homme. C'est ça l'humanité, pour construire l'humanité. Tu sais qu'il vient pour rebâtir. D'ailleurs, dans les vœux de Noël, il dit que c'est la renaissance de la République. On a bien compris la sécurité maintenant, oui. Les propos de M. Ambongo. Oui, je suis là. C'est que pour assurer notre sécurité, nous devrions avoir une armée. Or, au sortir du dialogue de Sun City, vous avez vu comment nous, à la société civile à l'époque, l'opposition non armée, nous sommes battus pour refuser, nous opposer au mixage des forces rebelles avec les forces régulières. Avec cette conséquence que nous avons eue des étrangers comme officiers généraux et supérieurs de notre armée. Pourquoi? Parce que c'est les porteurs des crimes que l'étranger commet sur notre territoire pour piller nos richesses.
étant donné que la RDC est un pays exceptionnel. Très bien. Alors, cette affaire de sécurité, aujourd'hui, Ambongo le dit. Et le président l'a répété à maintes fois, singulièrement dans son message à la nation. Pendant qu'on tue à l'Est, le président rappelle l'économie de l'article 66 de la Constitution, la solidarité entre nous, peuple congolais. Mais nous verrons qu'il y a des gens, même membres du gouvernement, qui entretiennent des milices claniques pour, soi-disant, éviter le génocide contre eux. Mais ils sont membres du gouvernement. Mais le problème, c'est celui-là. Mais les membres du gouvernement, de quelle composante? De la composante FCC, qui a ruiné le pays pendant 18 ans. Que le président a bien voulu faire une coalition avec eux, en tout cas. Non, la coalition, c'est le respect de la Constitution. Le président a grandi dans le moule du respect des textes. Donc, le président ne peut pas venir, lui qui a prêté serment de respecter la Constitution, même de la défendre, venir dire je m'oppose à la coalition qui est prévue par l'article 78 de la Constitution. Je reviens à vous, donc maître. Le président de la République appelle seulement à la solidarité nationale, comme le fait maintenant, je dis bien maintenant, le cardinal Ambongo. Parce que le cardinal Ambongo, rappelez-vous, est l'un de ceux qui ont fossoyé les résultats de l'élection présidentielle. On reviendra là-dessus, il a dit qu'on ne va plus revenir. Alors, professeur Voto, la même question, ça va faire finalement 20 ans, on va dire jour pour jour, que nos frères et sœurs de l'Est du pays continuent à pleurer, à fuir dans les montagnes. Les enfants n'iront jamais à l'école parce que tantôt ils sont dans le trou de mine, tantôt ils sont dans les arbres, dans les forêts en train de fuir. Ça va faire 20 ans et principalement cette année 2019, à l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, les gens pensaient qu'ils n'allaient plus pleurer, qu'il fallait s'arrêter comme si c'était dans une magie. Mais là, on continue à dénoter. Le mois de novembre, on a connu plus de 200 morts. Et si on fait les bilans de l'année, on est à plus de 1000 morts. Et c'est là où nous disons que, le maître l'a dit ici, c'est depuis l'AFDEL, depuis les 96, vous voulez dire 96, 97 96 que nous sommes en train de vivre ces situations de quasi-insécurité depuis plus de 20 ans. Mais ce qui me fait dire que finalement, on parle de trop d'alternance depuis un certain temps. 2019 risque, avec le temps, d'être comme un rendez-vous raté. Parce que lorsque les gens sont allés voter en 2019, ils espéraient... En 2018, ils espéraient qu'après 2018, serait différent d'avant 2018. Surtout par rapport aux 20 années antérieures, par rapport à la sécurité. Mais malheureusement, on est en train de continuer dans le même système. Pourquoi? Parce qu'on a gardé le même système en place. Les mêmes généraux, vous voulez dire? Je parle du système. Du système. Ah, d'accord. Du système. Les généraux font partie du système. Donc, pour moi, il n'y a pas eu alternance. Et à suivre les discours politiques du FCC depuis tout le mois de décembre, nous sommes dans un processus d'alternative. Mais ils se sont calmés un peu, je ne sais pas ce qui se passe, ils se sont calmés un peu, j'ai l'impression que... Ils ne sont pas naïfs, il faut compter avec les gens du FCC. Il n'y a pas un parti, il n'y a pas de regroupement politique aussi sérieux dans la chose politique que le FCC. Vous êtes sérieux, prof? Ils sont sérieux dans la chose politique? Mais regardez, ils sont sérieux depuis que les élections sont terminées. Il n'y a pas eu un regroupement politique qui prend au sérieux le lendemain que le FCC. Ils pensent déjà 2023. Est-ce que ce n'est pas la peur? Est-ce que ce n'est pas la peur de ne pas vivre après? Est-ce que ce n'est pas l'instinct de survie finalement? Mais pourquoi pas? Mais c'est ça. C'est pourquoi je dis qu'ils sont sérieux. Si vous comptez par rapport au cash, depuis que les élections sont finies, par rapport à la Mouka, depuis que les élections sont finies, c'est le FCC qui se regroupe, ils se sont retrouvés par 2 ou 3 fois pour parler sérieusement du lendemain. Donc, pour moi, il n'y a pas eu alternance. Il y a un processus d'alternative politique. Et tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a reproché à Félix Tshisekedi, qu'il serait venu pour garder le poste de Kabila, chaque jour FCC nous le rappelle. Vous avez vu les gens de FCC chanter Kabila à Kozonga, Tozo Zelae. Et que dites-vous vous-même, votre propre jugement? Vous pensez que Félix Tshisekedi est une virgule de Kabila, une virgule du PPRD, vous pensez? C'est à lui de nous dire. Et
Félix Tshisekedi a une lourde responsabilité devant l'histoire aujourd'hui. La seule possibilité pour que Kabila revienne au pouvoir en 2023 s'appelle Tshisekedi. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui peut déboulonner, comme il le dit, Kabila. Il a donné le ton, on ne le voit pas venir. Quand on entend son discours, on dirait qu'on ne parle pas du même Kabila. Pendant que tous les Congolais, pendant que l'Occident, pendant que les partenaires disent, pour que vous puissiez réaliser de grandes choses pour le Congo, il faut vous éloigner de ces systèmes. Malheureusement, il est dedans. Mais quand il parle de Kabila, c'est un Kabila expérimenté, c'est un Kabila consultant, c'est un Kabila de bonne foi, et finalement, il n'y a pas eu alternance. Alors, mais professeur, je vous gardez la parole. Félix Tshisekedi est le premier à dire qu'il fallait finalement suspendre. Il a même suspendu le Sénat, mais c'est le MLC qui est sorti dans la rue pour dire que le président s'est trompé, il a outrepassé ses droits, il n'a pas le droit de suspendre le Sénat. C'est Mme Eve Bazaïba qui l'a rappelé. Non, on l'a rappelé parce que c'est quoi? C'est lui qui était en danger. Parce qu'il suffisait qu'on arrête l'installation du Sénat pour que le FCC puisse le trahir, le demander qu'il a enfreint aux lois à la Constitution. Malgré tous ces avocats qui étaient prêts à défendre Fachi, le MLC n'a pas suivi. La Mouka n'a pas suivi non plus. Est-ce que la Mouka n'est pas tombée dans le piège de Kabila, finalement, isoler Fachi, les fragiliser et remettre à lui la force? Fachi, moi je dis Fachi a toutes ses chances. Il a toutes ses chances. Si aujourd'hui il passe à côté, c'est lui. Tout le monde lui dit, c'est ces systèmes-là qui nous a amenés dans l'insécurité. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de sécurité à l'Est avec ceux qui l'ont créé. Ce n'est pas un secret. C'est un secret de polichinelle. Ce rapprochement avec le Rwanda, ça énerve aussi beaucoup de gens? Ça a énervé beaucoup de gens? Mais le problème de l'Est, c'est le Rwanda. Tout le monde le dit. Et Ambongo l'a dit hier. Il dit, ces problèmes qui se passent au Abéni, c'est dans le cadre du processus de la balkanisation de ce pays. Ce n'est plus un secret. Hier, on a parlé avec hésitation. Aujourd'hui, on en parle. Mais la balkanisation, c'est pas que le Rwanda. La balkanisation, il y a aussi l'Ouganda qui a soutenu le MLC. Il y a aussi l'Ouganda qui a soutenu bien d'autres personnes. Le Burundi et bien d'autres. Il y a tout ça. Mais les victimes, c'est nous. Exact. Alors, la solution, ce n'est pas avec les Congolais qui sont complices de ce processus, qui ont préféré adhérer à ce processus pour le ventre. Exact. Et ils continuent à faire confiance à ces gens-là. C'est ça qui dit, non. Est-ce qu'il y a une alternance ou on est dans le même système? On a juste comme disait Mongoldiak hier, c'est la même voiture, on a juste changé les chauffeurs. Alors, professeur Tshilombaï, on va peut-être terminer ce dossier de sécurité avec vous. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi maîtrise la question de la sécurité? La population continue à crier le départ des généraux, que Félix Tshisekedi semble ne pas entendre. Vous avez suivi vous-même, Félix Tshisekedi, il a dit qu'il s'était trompé plusieurs fois sur la question de l'armée et que l'armée était une armée structurée. Comment lui voit une armée structurée, là où tous les rapports des Nations Unies estiment que notre armée était infiltrée et aussi avec des mauvais généraux, on va dire? Christian, pour cette armée des Nations Unies, d'autres structures, moi je vais bien, mais je sais que l'actuelle armée est la résultante d'un travail conjugué entre notamment l'Union européenne dans le cadre de l'USEC, toutes ces structures. Efforts qui nous ont aidés à restructurer, à reconfigurer cette armée, et que j'estime, à mon avis, qu'un général d'armée, c'est pas comme on prend quelqu'un de sa maison, du jour au lendemain il devient ministre, du jour au lendemain il devient conseiller autour du président de la République. Un général de l'armée, ça se forme. Alors, dire que Tshisekedi, pour faire la sécurité dans l'Est, devrait se débarrasser de l'armée, mais on s'est fait quelque peu d'illusions parce que ce ne sont pas des armées qui font la guerre. La guerre, c'est un engagement national qui implique la population, qui implique les services d'intelligence, qui implique l'administration publique et tout ça. Les failles de l'armée au front ne doivent pas être interprétées tout simplement que c'est l'incapacité des hommes à l'uniforme. Mais moi, ce que je constate, c'est quoi? Dans l'Est, depuis que le président Tshisekedi est en place, dans le passé, depuis que le MLC nous a légué ces groupes armés, le PPRD a laissé aussi des foyers, toutes ces rébellions que nous avons condamnées toute notre vie parce que nous n'avons jamais cru qu'on pouvait résoudre la crise du Congo avec les armes. Mais ce qui est le plus important, c'est que ces groupes armés qui se multiplient comme des cafards jusqu'au 24 janvier, aujourd'hui on assiste tout de même à un mouvement inverse. Si chaque jour il s'est créé un groupe armé, chaque jour c'est un groupe armé qui se rend.
On ne peut pas, je ne sais pas si vous avez bien perçu l'expression que j'ai utilisée ici. Tshisekedi a hérité d'un enfer. On bien, mais ces choses, si vous en parlez aujourd'hui avec une certaine clairvoyance, c'est parce que le tableau a semblé être ouvert. Ça se faisait à huis clos. Et c'était pire que ce que vous entendez aujourd'hui. Hier, il y a eu 20 morts. 20 morts, bien sûr, hier. Il y a une année, c'était 120, 140 morts. Mais comme vous ne pouviez pas le savoir, parce que tout se faisait à huis clos, comment vous le sauriez? Maintenant, c'est des choses qui se font dans la plus grande transparence. L'armée dans l'Est aujourd'hui, parce qu'il y a ce que vous ne dites pas, ces groupes armés sont en débandade totale. Mais le mode opératoire des terroristes qui opèrent dans la région de Beni n'est pas une exception congolaise. On vous a même dit, ces gens, parfois, on les sous-estime beaucoup. La LRA, Boko Haram, l'ISIS, tous ces gens-là sont dans l'Est du pays. C'est un foyer qui s'était ouvert pour eux. Et aujourd'hui, croire que c'est en une année, que Tshisekedi allait démanteler pendant qu'il est en même temps divisé entre cette armée sur laquelle vous avez compté de tout ce temps, des militaires qui n'avaient même pas un logement, qui ne pouvaient pas manger, qui ne pouvaient pas se faire soigner, et qui allaient en guerre dans l'espoir qu'ils vont gagner la guerre là-bas. Non. Si vous remarquez, au courant de cette année, l'armée reprend sa confiance, elle devient cette armée du peuple, et pour la première fois... Mais aucun général n'est arrêté. Vous avez vu les populations de Beni, vous avez vu les populations de Beni, derrière cette armée, vous avez vu la Loucha derrière cette armée, c'est que ces mêmes populations qui savaient que c'était une armée de compromission commencent à comprendre que le capitaine qui commande cette armée aujourd'hui, c'est un homme qui met de l'ordre. Mais on ne va pas reconstruire en 6 mois, Christian, ce que nous avons déconstruit pendant 60 ans. Et c'est pas une affaire facile. Que dire des généraux dont les noms circulent dans les rapports? Les généraux dont les noms circulent dans les rapports. Moi, vous savez un peu ces choses ici, dans l'international, parfois, on est habitué désormais à raconter tout ce qu'on raconte. Qu'est-ce qu'on reproche à ces généraux? On les reproche les ventes d'armes, des commerçants. Mais c'est tout ça dont nous avons besoin. Moi, j'aurais voulu que les États-Unis en particulier, et ça nous en avons besoin, que les États-Unis en particulier nous présentent un rapport clair avec des éléments comme ils les ont proposés. Mais il y a un élément, il y a encore que la contrebande, c'est un crime qui n'est pas que localisé, c'est un crime transfrontalier et qui peut être poursuivi. De tous ces États-là, aucun État, comme ils le disent, n'a clairement exprimé sa volonté de collaborer avec la justice congolaise avec ces éléments-là. Moi, je voudrais aussi que l'on sache... On est bien d'accord, mais il y a Human Rights Watch qui a prouvé suffisamment que les généraux étaient impliqués. Quel rapport voulez-vous, prof? C'est ce qui est venu pour l'état de droit, ne doit pas devenir désormais le juge, le procureur et tout. Nous sommes dans un système judiciaire en matière pénale, notamment du mode inquisitorial, où l'auditeur des FARDC, le procureur Jean-Pierre la Cour de cassation, peuvent se saisir de ces questions. On ne peut pas vouloir que le président se substitue encore à la justice. Et pourquoi vous condamnez Kabila alors? Parce que ce n'était pas lui qui devait arrêter. Non. La différence entre Tshisekedi et Kabila, c'est quoi? Il ne devrait pas arrêter, mais aussi il avait tenu la main de la justice pour qu'elle n'agisse pas. Aujourd'hui, les juges, les magistrats sont libres de jouer leur rôle parce que s'ils ne le font pas, n'interfèrent pas. Et s'ils ne le font pas, je crois qu'il est de notre responsabilité collective. Et ça répond aussi du besoin du contrôle citoyen, que l'on sache responsabiliser chacun dans son rôle. Très bien. Alors, Maître Bondo, je reviens à vous, mais tout à l'heure, parce que le prof est cadre de l'UDPS, vous avez été aussi ancien de l'UDPS. Donc, à vous, je peux vous poser la même question. L'UDPS accusait l'autre fois Kabila en disant Zongisa na Rwanda, Baronde Batali Ebele, ainsi de suite, c'était le terme de l'UDPS. Où est cette UDPS qui hier accusait le Rwanda? Aujourd'hui, pourquoi vous ne brandissez pas les rapports que vous avez soutenus hier en disant que c'était les rapports qui parlaient des généraux? Aujourd'hui, l'UDPS se tait devant les rapports qui sont toujours là. Vous savez, Mitterrand a laissé une sagesse. Donnons le temps au temps. Là, c'est un occidental. Mais je prends un aîné, un Africain.
Dr Mwalimu Julius Nyerere, le tout premier président tanzanien. Il a développé une théorie, la théorie du temps de réflexion. Tshisekedi devient président de la République, il trouve déjà une armée. Il ne peut pas se faire harakiri. C'est quand même des Congolais. Nous ne pouvons pas prendre tous nos généraux. Les généraux qui ont fait de très bonnes académies militaires, les renvoyer de l'armée pour laisser des gens qui n'ont eu aucune formation vérifiable. Je sais que parmi les moutons noirs dans notre armée, il y a des gens qui n'ont jamais été dans un centre de formation militaire. Centre de formation, c'était guerre. Et ni de guerre non plus. C'est des gens qui étaient dans les groupes armés. Il y avait des gens avec c'est ça le drame afdélien. Quelqu'un est chez lui, il est recruté au grade de général. Le MLC a fait ça, le RCD a fait ça, le Rwanda a fait voilà, ça. Avec ce mixage, le M23. Avec ce mixage, ouais. Le professeur, je l'ai rejoint pour dire effectivement que Tshisekedi a trouvé la jungle. Attention, parce que Kabila disait ça aussi, qu'il a trouvé la jungle. Non. On risque de revenir sur la même chose. Le metteur en scène de la jungulation de notre armée et de notre pays. La jungulation. La jungulation. Parce que M. Kabila n'a jamais arrêté des criminels. C'était des sous-fifres qu'on arrêtait. Et il a protégé des gens. Aujourd'hui, nous en souffrons. Mais parce que la priorité n'est pas d'abord d'arrêter les généraux qui sont sortis, publiés, dont les noms sont publiés dans les différents rapports. Ce qu'il faut d'abord, c'est assurer au préalable la sécurité du Congo, parce que la sécurité est un prérequis fonctionnel à tout. Très bien. Alors, prof, la même chose, hein, on va peut-être terminer ce dossier de sécurité. C'est que la population de Béni, le jeune de la Loucha, le leader de pointe de l'Est, pas tous, parce qu'il y en a qui sont même complices dans cette affaire-là, c'est que la population congolaise et même certains partenaires internationaux demandent, c'est pas qu'on arrête les généraux. Pas forcément, on ne peut pas arrêter quelqu'un sur base de rumeurs, non. Mais puisqu'il y a des rumeurs persistantes que tel général est complice de CC, puisqu'il y a des rapports, mais ces pays comptent plus de 300 généraux, vous savez. Plus de 300 généraux. On n'a jamais eu autant de généraux dans ces pays comme aujourd'hui. Mais si on a besoin des gens pour faire des opérations, s'il y en a qui sont suspectés, pourquoi ne pas le retirer? Pourquoi ce sont les mêmes qu'on accuse qui doivent résoudre les problèmes, qui doivent être sur le terrain? Cette population a confiance à l'armée. Elle a confiance aux troupes. Elle n'a plus confiance aux commandants. Pourquoi garder les mêmes commandants qui sont là depuis des années et des années pour faire des opérations? C'est ce qu'on demande. C'est pas qu'on arrête les gens forcément. Les enquêtes, c'est après. Mais ça, c'est pas le juge. Ça, c'est les opérations. Et les commandants suprêmes, c'est le président de la République. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que parce qu'il est commandant, il peut prendre un monsieur de la logistique qui va le placer au niveau des opérations? Je vous dis que ceux qui font les opérations, l'armée est structurée, l'armée est spécialisée. Oui. Des gens qui peuvent mener les opérations, il y en a. Il y en a. Il y en a. Formés, il y en a. Des personnes qui sont citées. Ce sont les mêmes qui sont cités. Qu'on continue à reconduire. Qu'on renvoie là-bas pour résoudre les problèmes. C'est ça qui énerve les Congolais. Très bien. Alors on va plutôt parler maintenant, on a fini la question de la sécurité. Pour rester avec ces gens, les hommes d'armée pendant plus ou moins 6 à 7 ans, je suis informateur à l'Académie militaire du Congo, à Kananga. Moi j'ai des informations que c'est que le professeur de mandat a été fait. Il n'est pas ici le lieu de citer les nouveaux commandants qui sont déployés dans cette zone opérationnelle. J'en connais autant qui sont des hommes d'une très haute moralité, des hommes très instruits. C'est pas bon de citer leurs noms ici, mais je sais que c'est une 50aine d'officiers de très grande probité morale qui sont sur ce front. Je ne cite pas les noms. Et dans cette affaire de stratégie militaire, il faut tirer très attention. Ce n'est pas parce que je veux qu'on cite, parce qu'on a envoyé John Numbi
dans l'est du pays. C'est lui qui fait problème, qu'on le gratifie. Non, ne vous en faites pas. Qui vous dit qu'on ne l'a pas envoyé pour le responsabiliser? Mais on le responsabilise pas. Qui vous dit qu'on ne l'a pas envoyé pour le surveiller? Oui. Qui vous dit qu'on ne l'a pas envoyé pour éviter qu'il télécommande, par exemple, si c'était lui le problème? Donc, moi, je me dis que ces questions qui relèvent de la stratégie militaire, parce que parfois au Congo, maintenant, nous sommes habitués à discuter de tout en public, ce qui est dangereux. Il y a le Sénat qui veut que la ministre des Affaires étrangères s'explique en public pourquoi on a relevé. Mais si c'était pour assassiner quelqu'un que l'ambassadeur n'a pas réussi de faire, on va discuter de ça au Parlement. Donc, il n'y a que dans ce pays où tout cela doit se discuter maintenant en public. Alors, je voudrais Moi, je crois qu'il faut qu'on s'accroche aux résultats. Très bien. Quels sont les résultats? C'est la débâcle, c'est la débandade. Alors, pour vous avez dit, mais je voudrais vous inviter dans un autre débat. Maintenant, parlons sécurité intérieure, c'est quand même assez important. Parlons sécurité, mais je voudrais qu'on prenne le volet de la nationalité. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a changé la donne par rapport à ce qui était dans le temps sur la question, par exemple, de nationalité? Qui est congolais? Cette question, j'ai comme l'impression, on la survole, on ne veut pas véritablement en parler. Qui est congolais? Comment on obtient notre nationalité? Parce que j'ai craint, comme beaucoup d'autres Congolais craignent, qu'en 2023, des Libanais se présentent aux élections législatives et même présidentielles, et qu'en 2028, qu'on ait un Chinois. Il y a déjà Lubumbashi, un Libanais, et aujourd'hui à Kinshasa, il y a même un Libanais qui est suppléant d'un monsieur qui est au bureau de l'Assemblée provinciale. Alors, je crains qu'en 2023, que des Libanais se présentent en tant que président de la République. Pourquoi vous les appelez Libanais, Christian? Est-ce que vous êtes allé vérifier leur identité ou tout simplement parce qu'ils sont clairs que vous les appelez Libanais? Est-ce qu'on a besoin de Moi, j'estime que notre loi, c'est des gens qui se reconnaissent. Elle est ouverte à toutes ces mutations, seulement qu'elle avait rendu ou elle a rendu notre nationalité exclusive. Ça signifie que pour autant que quelqu'un qui a passé autant de jours ici et qui a accompli les conditions prescrites par la loi décide de devenir congolais et qu'il renonce à son ancienne nationalité, il est congolais. Et il peut devenir président de la République, il peut devenir député. La loi prévoit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans cet état de cause. C'est pour vous dire que pour le moment, en fait, ces gens qui ont opté pour la nationalité congolaise et qui ont renoncé à la leur, si leur dossier avait été analysé à l'aune des prescrits légaux et qu'ils peuvent exercer des fonctions que les lois congolaises ne prescrivent pas. Il n'y a pas que ça, mon frère Christian. Est-ce que vous savez qu'actuellement, notre loi sur l'enseignement supérieur interdit qu'un étranger devienne professeur à l'université? Mais nous en avons combien ici qui sont étrangers? Ils sont là. Ça reste la question de la loi. C'est un domaine qu'il faut assainir de manière globale. C'est pourquoi le président Tshisekedi vous a dit qu'il ne faut pas sombrer dans cette hypocrisie infinie. Il faut qu'on arrive un jour à dire, écoutez, moi je viens de Canaan où nous avons connu une situation à l'Assemblée provinciale par exemple, qu'un groupe de députés se soit levé pour dire tel député est un étranger, ne peut pas signer une motion. Et tout ça, c'est des choses qui sont des embrouilles inutiles. Moi, je pense qu'à ce niveau, les choses doivent être appréciées conformément à la légalité établie. Et pour le moment, notre loi prévoit la possibilité que l'on soit congolais, soit par origine, qu'on soit congolais, soit par acquisition ou par présomption de la loi. Et que si quelqu'un est né ici au Congo, qu'il soit né d'un Libanais et qu'il ait été considéré comme un enfant né trouvé, parce qu'on ne connaît pas ses parents, on a connu des chaloupes ici, on a connu bien d'autres personnes. Je veux bien, mais ce n'est pas qu'une erreur, on doit pas le corriger par une autre. Prof, est-ce que vous pensez que nous sommes assez regardants sur notre loi? Parce que tenez, par exemple, aux États-Unis, il faut être né sur le sol congolais pour aspirer un jour. Un Américain, donc pour aspirer un jour devenir président. On a comme l'impression chez nous au Congo, n'importe qui peut se réveiller un matin, il suffit qu'il se déclare congolais, qu'il prouve la carte de nationalité, disons la carte d'électeur, pour qu'il devienne congolais et qu'il aspire même à diriger tout un pays. Non, moi personnellement, je crois que notre loi sur la nationalité est un peu déphasée par rapport à l'évolution du monde. Moi, je suis d'accord avec Maître. Lorsque nous avons un Congolais qui devient parlementaire en Italie, nous sommes tous contents. On est content que King est parlementaire, qu'un ministre européen, des parlementaires européens, il est ministre. Compagnie bourgmestre. Voilà, on est content. Mais pourquoi pas le contraire? Nous sommes en train de mêler les choses. Le problème de la nationalité s'est posé ici par rapport à certains voisins. Vous voulez dire le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda? Des infiltrations. On peut prendre une loi pour dire
on peut même, moi je suis même favorable pour qu'on aille vers la binationalité, en excluant nos pays voisins pour qu'on n'ait pas un pied au Rwanda, un pied au Congo, un pied à Centrafrique, un pied Mais ça va être subjectif parce que si vous acceptez en Angola, pourquoi vous refuserez pour le Rwanda? Non, j'ai dit les pays frontaliers. Ah, d'accord. Tous les pays frontaliers, on ne peut pas être congolais et être en même temps de la société des pays voisins. Mais tous les autres. Mais nous, quand ton cousin devient français, on est content. Il y a combien de Congolais qui sont français? Et nous, on est content. Mais ils ne deviennent pas présidents, c'est ça le problème. Non, mais c'est la loi. Ils ne deviennent pas présidents, ils ne deviennent pas députés. On peut adapter la loi par rapport à nos réalités. C'est pas un problème, pas du tout ça, c'est pas un problème. C'est une richesse. Ailleurs, c'est une richesse. Mais combien de Congolais qui sont en train de jouer les DV loterie pour devenir américains, pour aller aux États-Unis? Et nous, on en est contents. Mais est-ce que vous le faites? Mais est-ce qu'en 59 ans, vous êtes prêt à le faire aujourd'hui? Pourquoi vous voulez faire les choses que les gens ont pris 400 ans pour le faire et vous voulez faire en 59 ans? Êtes-vous sûr de le faire maintenant? Nous n'avons pas besoin de faire 400 ans pour le faire. Quelles sont les réalités et quelle est notre situation, quels sont nos besoins? C'est ça. Ouvrir la société, c'est plutôt une richesse. Parce que nous sommes en train, comme on l'a dit ici, de faire la politique de l'Autriche. Mais au Parlement, là, mais le tiers, c'est des étrangers. Mais ils sont d'abord congolais, ils ont obtenu notre nationalité. C'est pour la plupart des cas, c'est d'abord des Congolais, ils ont pris nationalité ailleurs. C'est pas la même chose qu'un Libanais qui est Libanais. Oui. Non, nous on est dans la faisabilité de la, en fait, on est dans la création de la loi, pas forcément dans cette loi qui est là, mais c'est qu'elle devait être faite. Aujourd'hui, c'est que où on est Congolais, où on ne l'est pas. Alors je dis, les tiers, je ne connais pas le schéma, en tout cas le tiers, peut-être plus le tiers des parlementaires qui sont là, ont la nationalité étrangère. Voyez-vous, on fait l'hypocrisie et le président de la République a raison. Et je crois qu'il faut révisiter cette loi, voir quels sont nos intérêts et adapter la loi aux réalités. Maître, moi, je n'aurai jamais une nationalité étrangère, ça ne m'intéresse pas. Je suis congolais, nationalité unique, je le suis, mais je ne peux pas empêcher aux gens qui veulent avoir d'autres nationalités de l'avoir. Alors, maître, avec vous, l'avantage, c'est que vous avez étudié et fait une partie de vos études au Burundi, où vous avez été là pendant très longtemps. Est-ce que vous pensez que la manière avec laquelle les gens prennent la nationalité chez eux, c'est de la même manière que nous prenons la nôtre chez nous? Non. Allez-y. Mais vous savez, le professeur Chilumbayi et le professeur Voto m'étonnent. Ici, ce n'est pas un problème de principe. Ici, c'est un problème de droit constitutionnel. La Constitution de la République interdit à tout étranger d'exercer ou d'accéder aux responsabilités politiques. L'étranger peut être un grand commerçant, on refuse pas. Pour moi, être même professeur. La Constitution l'interdit. Mais, non, la Constitution l'interdit. La loi l'interdit. Cette loi, il faut que je la visite. Elle l'interdit. Réellement, elle l'interdit. Mais moi, ce que je dis, le droit positif congolais interdit au corps étranger d'exercer les fonctions politiques. Ils sont pleins au Parlement. Mais, des étrangers. Voilà, il y a un problème chez nous. Le moratoire Khmer est la source de notre misère. Pourquoi? Parce que tous les mercenaires. Ah, vous les appelez des mercenaires? Oui, vous savez, quand vous êtes dans un pays étranger, vous êtes boulanger, un bon matin, vous dites déjà, j'ai la prétention de devenir le bourgmestre de la commune de la Gombe. Étranger boulanger. Comment vous avez accédé à la nationalité congolaise? Oh non, c'est par acquisition, je me suis naturalisé. La Constitution vous interdit d'accéder aux responsabilités politiques. Alors pourquoi chez nous c'est comme ça? Pourquoi vous avez des Libanais qui sont députés? Pourquoi avez-vous des Libanais qui veulent devenir des ministres? Non, et je vous invite... les bailleurs de fonds de la Kabylie. Tous ces étrangers que tu vois là, c'est des gens qui ont financé la campagne pour Kabila en 2006, qui ont financé la campagne pour tous les bons du FCC que vous connaissez.
Il y a un Libanais, je vous donne déjà les noms, je ne citerai peut-être pas les noms, mais il y a un Libanais qui a dit déjà qu'en 2023, il sera gouverneur de Kinshasa. Alors qu'il est Libanais, on connaît tous qu'il est Libanais. Voilà. Ouais, mais là, c'est lui qui est à Kinshasa. Al-Boumbashi, lui, il dit qu'il est ressortissant de l'Équateur. Le chef c'est pas possible. Voilà. Il est... voilà. Alors, ces gens-là, c'est parce qu'on n'est pas sérieux. Avec nous-mêmes. Vous savez, la plupart du temps, je vous ai toujours dit, le philosophe Hegel dit que la souveraineté populaire n'existe pas si les dirigeants ne sont pas conscients de leurs responsabilités. Très bien, merci beaucoup maître. Alors, voilà pourquoi ce que vous allez faire. Je termine pour dire, en droit positif congolais, ces gens ne peuvent pas être ni dans notre armée, ni même dans le corps professoral des universités. Très bien. Mais sur le plan scientifique, pour les professeurs, je garde encore toute ma réserve. Parce que la science est sans frontières. Oui, ben la science est universelle. Elle est universelle, la technique est locale. Mais la politique, elle est locale. Elle est locale. Elle doit être nationale. Elle doit être localisée. Voilà. Alors, prof, ce que vous allez faire, vous allez donner la loi et les profs vont visiter la loi. Comme ça, on va sur notre argumentaire. La loi l'interdit. On termine, oui. Elle est assortie d'une petite ouverture, on dit, avec l'autorisation écrite du chef de l'État. Ah, d'accord. Très bien. Ce qui n'est pas le cas. Tous sont là, ils n'ont pas cette autorisation-là. Ce sont des lois arriérées. Pouvons-nous passer, maître, pouvons-nous passer? En fait, c'est dans ce domaine aussi où nous sommes arrêtés comme la science. Vous vous interdisez la voix de l'apport des experts extérieurs. Non, mais sinon, ils risquent de vous déformer. Ils vont vous dire que Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ils vont vous dire ça. Bah, ils vont vous dire ça. Ils vont vous dire que notre bienfaiteur, c'est Roi Baudouin. Alors, c'est l'enseignement. Comme les pères oui, vous le citez, lui. Mais on nous a caché le prof Kamana pour nous parler de Montesquieu. Et tous les enfants savent que Montesquieu est plus grand et le prof Kamana est un peu plus petit. Je crois qu'il faut revisiter. Alors, voici le tout dernier débat. C'est le discours de Martin Fayulu à la nation. Je compte avec le professeur Tulumbaï. Martin Fayulu dit deux fois, il cite le nom de Félix Tshisekedi 2 fois, le nom de Kabila 2 fois, Bena Lomba 1 fois. Il dit que Félix Tshisekedi doit demander pardon aux Congolais pour avoir signé le deal, et puis il demande encore à Félix Tshisekedi de reconnaître qu'il a échoué et qu'il a été trompé par Kabila. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour l'honorable Fayulu. C'est quelqu'un avec qui je suis resté longtemps dans le combat. Il me connaît personnellement, je le connais très bien. On a longtemps travaillé aux côtés du président Etienne Tshisekedi de Reste-Mémoire. Bon, c'est arrivé que notre aîné a sombré dans ces grandes confusions ici, qui sont parties des espoirs placés en lui à Genève, et peut-être qu'il aurait beaucoup de chance pour être le président de ce pays s'il n'était pas lui-même, il ne s'était pas lui-même engagé dans ces contradictions de ces va-et-vient, ce rythme contrarotatif de ces multiples sorties médiatiques lors de cette campagne. Tantôt, on n'ira pas aux élections parce que ce que prévoyait l'accord de Genève. Tantôt, on ira, mais écoutez, on ne va pas aller avec la machine. Tantôt, n'y touchez pas. Tantôt, il faut couper des bouts de papier et voter avec. Au finish, c'est 4 jours, à 4 jours des élections. Moi, j'étais dans des brousses au village. Je n'avais même pas appris que Martin Fayulu a décidé de participer aux élections. Imagine-toi 6 mois. Oui, j'étais dans des brousses. Imagine-toi 6 mois. Moi, qui suis assoiffé de l'information, je suis allé aux urnes sans savoir que Martin Fayulu s'était réengagé dans le processus. Que pouvez-vous dire de toutes nos populations là qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont même pas une radio? Les gens ont voté, en tout cas, avec idée qu'il n'y avait que 2 candidats en liste. C'était Félix Tshisekedi et Emmanuel Shadari. Il y avait d'autres candidats après. Qu'aujourd'hui, qu'on en arrive à l'accident de l'histoire, c'est vrai. Il a eu des voix ça et là dans certains centres où les gens l'ont soutenu. Et que moi, je crois qu'il faut qu'on reste républicain. Ce parti s'appelle Engagement citoyen. La citoyenneté, c'est aussi la civilisation. J'ai toujours dit que l'honorable Fayulu aurait dû mieux faire de ne pas piéger les juges s'ils n'avaient pas confiance en eux, comme Etienne Tshisekedi l'a fait en 2011, en toute responsabilité. Il a dit que c'est une justice atteinte d'amour, c'est une justice corrompue, je ne vais pas m'adresser à elle.
Mais lorsqu'on s'emporte, je ne veux pas trop revenir sur ça, on va se présenter devant le juge constitutionnel, on ne respecte aucune procédure requise devant ce juge, on se présente sans aucune preuve de cette prétendue victoire, parce que j'ai toujours insisté, vous avez cité le cardinal Lambong ici, moi je suis un catholique, j'ai beaucoup de respect pour mon église et pour mes pasteurs, mais posez la question à l'abbé Chollet, lorsqu'il est arrivé des moments qu'on se contredise, nous à la CEP-UDPS, la centrale électorale de l'UDPS, on disait que nous avons des chiffres, nous avons gagné, nous avons des procès-verbaux. Et ils sont venus chez nous, nous sommes allés chez eux. Nous avons constaté que, en tout cas, la Mouka n'avait rien, n'avait aucune organisation en tant que telle pour dire qu'on surveille les élections ou pas. Elle n'avait rien, carrément. Il comptait sur la SENCO, qui avait ses cahiers, ces vieux cahiers, dans lesquels elle mettait ses chiffres. Mais lorsqu'on a posé la question à l'honorable Fayoulou, quelle preuve que tu as gagné les élections? Il a dit, non, écoutez, moi j'ai gagné parce que la SENCO a dit que j'ai gagné. Mais l'abbé Chollet nous a salué avec Jacquemin. Il nous a dit, vous êtes braves, vous avez fait un travail extraordinaire. Il l'a reconnu. Un travail que, avec des millions de dollars, n'avait pas réalisé. Qu'aujourd'hui, qu'on soit allé à la Cour constitutionnelle, qu'on ne prouve pas qu'on a gagné les élections. J'étais même avec des confrères ils ont leurs droits, c'est des avocats, qui occupaient pour Martin Fayoulou, qui nous ont révélé après que c'était fantaisiste. Bon, vous revenez avec des propos comme ça, et ça devient de l'insulte à la République. Très bien. Alors, parce qu'en même temps qu'il vous donne des références de la Constitution dans son discours, en même temps il oublie qu'en vertu de la Constitution, le juge qui devrait dire qui a gagné et qui a perdu l'a dit, et qu'on devait s'incliner, il continue de le faire. Alors, bon, moi je crois que pour le moment, c'est dont nous avons besoin, et c'est que l'honorable Fayoulou peut offrir à la République, c'est d'organiser une opposition forte, une opposition stable, une opposition qui fait peur au pouvoir que nous avons aujourd'hui, une opposition qui servirait de garde-fou et qui préparerait l'alternance pour 2023. Professeur Voto, voici les propos de Martin Fayoulou. Peut-on parler de l'alternance, du changement, lorsque les animateurs de toutes les institutions de la République, du président au bourgmestre, sont nommés par un individu? Est-ce des propos réalistes ou des propos tout simplement populistes et de la politique, tout simplement? Du président au bourgmestre nommé par une seule personne. Bon, Martin Fayoulou, c'est un opposant. Il a perdu les élections. Il a un discours. Mais en tant qu'analyste, le problème, c'est que tout ça, qu'est-ce qui nous amène à ça? Parce que la CENI n'a pas été transparente. La loi demande à la CENI de proclamer les résultats et de l'étayer par les résultats, bureau par bureau, centre par centre. Monsieur Kalamba a refusé. Monsieur Kalamba dit que ce n'était pas dans la loi. Il dit que ce n'était pas dans la loi. C'est imaginaire, vous le dites comme ça, sans prouver la loi. Donnez-nous la loi en question. C'est ça la loi. En plus, mais quand on donne un résultat global, mais en 2006, le résultat était proclamé comme tel. En 2011, c'était comme tel. Et plus encore aujourd'hui où ils avaient des machines à voter, plus encore aujourd'hui, ils ont un site. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de résultats détaillés. Non, ils ont affiché tous les résultats devant les bureaux. Il n'y a pas de résultats. Mais Kalamba dit que ce n'était pas comme ça. Kalamba dit que vous montez à la population, vous dites bureau par bureau, c'est pas vrai. C'est ça la loi. On peut revisiter la loi après ici. Donc, mais c'est ça qui laisse couler tous ces doutes. Et ça va rester comme ça, malheureusement. Ça, c'est de un. De deux, c'est aussi l'attitude de Félix Tshisekedi après la proclamation des résultats vis-à-vis de ceux qui ont perdu les élections, notamment vis-à-vis du camp FCC. Voyez-vous, j'ai parlé de l'alternance tout à l'heure. Donc tout ça, ça fait dire aux gens, est-ce que c'est... Quelqu'un l'a dit, il y a un ministre français qui l'a dit que c'était un arrangement à l'africaine. Celui-là n'est pas congolais. Ce sont ceux qui suivent les dossiers congolais au loin. Donc, là, vous le soutenez, mais quand un autre Français traite Fayoulou de quelqu'un de malade, vous dites que c'est un occidentaliste. C'est le même. C'est le même qui a traité de malade. Oui, mais c'est évolué. Donc tout ça, ça fait dire que... Vive l'Audrian. C'est pourquoi je dis que la CENI ne nous a pas aidés. Très bien, maître. Très bien, prof. Et si la CENI avait fait correctement ce travail, ce débat aurait été clos. Très bien, prof. Alors, maître Bondo, voici les propos de Martin Fayoulou. Peut-on parler de l'alternance du changement peut-on parler de l'alternance du changement lorsque l'on est contraint de sillonner le monde aux frais du trésor public pour exécuter la procuration donnée par M. Kabila au point de défendre les auteurs de violations de droits humains sanctionnés par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique?
Vous savez, Christian, je suis peiné. Le professeur Chilumbaye et moi, nous connaissons très bien Martin Fayulu. Parce que vous étiez les avocats de l'UDPS à l'époque. Non seulement parce que nous étions avocats de l'UDPS. On a travaillé avec lui. Nous avons travaillé avec Martin Fayulu. Le président mais élu. Sans savoir qui il était réellement. Mais moi, en étant avocat du MLC, c'est là que je découvrirai le type d'homme. Il est tout sauf politique. Et son rôle, c'est ce qu'il fait là. Les érudits appellent ça un histrion politique. Les histrions, c'est des pitres. Alors, il faut qu'il tire attention. Et que ses avocats lui conseillent à bonne fin. C'est-à-dire qu'il lui rappelle l'économie de l'article 133 de notre code pénal livre 2. Qui dit? Lorsqu'on s'oppose à des arrêts et jugements des cours et tribunaux, on tombe sous le coup de la rébellion. Donc, M. Martin Fayulu doit respecter les Congolais que nous sommes. Pourquoi il est allé à la Cour constitutionnelle? Mais il demande à et que dit l'article 168 de la Constitution? Il demande à M. Benoît Lombe de dire la vérité. L'article 168 de la Constitution dit l'arrêt de la Cour constitutionnelle est immédiatement exécutoire, opposable à tous, du président de la République au Congolais lambda. Donc, lui, s'il est Congolais, alors là, s'il est Congolais, tu comprends comment je commence ma phrase là? Mais il est Congolais. Non, j'ai dit, s'il est Congolais, oui, il doit respecter les lois de la République. Le président lui-même, qui est le numéro 1 de cet État, a juré, conformément à l'article 74 de la Constitution, d'observer, de respecter la Constitution et les lois de la République. Et à plus forte raison, un certain Fayulu. Mais pas il faut que ses avocats lui disent. Mais c'est pas un certain Fayulu, c'est des candidats à la présidentielle. Et puis il a été au présidentiel. Vous avez dit. Il dit qu'il a été élu. Non, non, attention, mon cher ami. Lorsque je vous héberge chez moi, il faut me respecter. J'ai tout dit. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Bon, alors on va poursuivre, parce qu'on va terminer finalement le débat. Parce que vous ne pouvez pas, tout en étant hébergé, vous considérer comme le fils légitime de ma maison. Mais qui est hébergé, Maître Bondo? Mais tout le monde a démontré ici que, quelque part, Fayulu est inconnu dans nos bandes. Alors, s'il est inconnu dans nos bandes, il ne parle pas le Monokutu. Il est inconnu dans nos bandes. Qu'il montre son village. Moi, je peux partir connaître, vous montrer où se trouve mon village. Mais lui, est-ce que le débat est assez nouveau? Dont il parle comme ça, là, sur un ton irrévérencieux. Tshisekedi connaît son village. Tout le monde ici connaît son village, connaît ses parents. Lui qui connaît son village d'abord, qu'il nous dise il est de quel village, de quel territoire, de quel secteur. Mais il a une carte d'électeur, tout est repris. Non, la carte d'électeur, c'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure. En droit positif congolais, les gens suspects ne peuvent pas exercer des fonctions publiques. Alors, prof Voto, on va terminer ce grand débat. Et si Fayulu et Félix Tshisekedi disaient la même chose? Parce que si vous suivez les deux discours, vous vous rendez compte que c'est pratiquement la même chose, seulement que Félix prend le côté positif, Fayulu prend le côté négatif. Est-ce que quand Fayulu dit que Félix Tshisekedi sillonne le monde entier, enseignant le trésor à blanc pour exécuter la procuration de Kabila, est-ce des propos réalistes, vous le pensez? Bon, ça je ne vais pas m'étendre sur cette considération. Beaucoup de gens ont fustigé de nombreux voyages du président. Il est au début de son mandat. Vous avez vu, lors de sa prestation de serment, il y avait à peine, je crois, 1 ou 2 présidents. Donc, au début de son mandat, il fallait qu'il puisse se renforcer sur le plan diplomatique. Le Congo lui-même était pratiquement isolé. Kabila n'était plus sur la scène internationale pendant longtemps. C'est normal que le président
puisse un peu plus voyager, mais sans en faire trop. Donc là n'est pas le problème. Même si on ne sait pas la mesure exacte, hein. À partir de quand il fait trop, à partir de quand il fait moins, on ne sait toujours pas la... C'est pourquoi je me réserve de me prononcer là-dessus. D'accord. Il y a une nécessité qu'il puisse avoir contact avec... Exactement. Voilà, donc d'une part pour le Congo et d'autre part pour son pouvoir. C'est un nouveau président, donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais là où il se recoupe, c'est que Tshisekedi dit 2020 c'est l'année de l'action. Fayulu dit 2020 l'année de la libération du Congo. En fait, quelque part, ça se rencontre, même s'il y a une certaine divergence. Lorsque Fayulu parle de l'année de la libération, il est vrai que, par exemple, si vous connaissez la situation de l'Est, chacun a son vocabulaire. Occupation, infiltration. Il y en a qui parlent d'infiltration, il y en a qui parlent d'insécurité. Donc, selon l'angle que chacun regarde la réalité, je crois que c'est vrai que ce pays doit être libéré par rapport, par exemple, à l'Est. Si vous voyez la mainmise de la Kabylie sur l'espace politique congolais, il y a lieu de dire que ce pays doit être libéré par rapport à l'emprise de Kabila. Ça, on ne peut pas se le cacher. Kabila contrôle le Parlement, il contrôle la justice, il contrôle l'armée, il contrôle la police, il contrôlerait même les finances. On m'a dit que le président de la République a interpellé le ministre des Finances en Conseil des ministres. Vous voyez, tout ça, il faut que Kabila libère ce pays. Donc, je crois que quelque part, il a raison de le dire. Mais Félix a aussi l'impression de dire que c'est une année de l'action, mais je crois que l'action, c'est pas seulement libérer le Congo par rapport à l'Est, c'est des actions, c'est des opérations militaires, ça c'est l'action, mais aussi les infrastructures, mais beaucoup plus important, la refondation de l'État. Très bien. Refonder la justice, refonder l'administration, refonder, remoraliser l'État, la politique, ça c'est important. Alors on a terminé ce débat, une petite question, d'abord vous, prof, la même chose. Fayulu pense que le Congo est sous l'emprise d'un homme qui s'appelle Kabila, du fait qu'il a fait 20 ans au pouvoir, c'est très difficile aujourd'hui, alors que Félix Tshisekedi a parlé des actions qu'il doit devoir mener en 2020. Monseigneur Mbongo pense qu'il faut rapprocher Félix Tshisekedi à Martin Fayulu et, je vais dire, fragiliser Kabila. Est-ce que les deux personnes ne parlent-ils pas de la même chose, finalement? Non, l'emprise de Kabila sur le Congo, ça a été créé notamment par l'honorable Martin Fayulu, qui a donné la gestion de cette grande ville à un kabiliste au nom de principes triboclanistes. Vous revenez sur la question. Mais c'est une construction, une maison, on la voit, c'est des briques, c'est des pierres, tout ça. Mais c'était un choix délibéré d'un homme. C'est un choix d'un homme qui a opté de soutenir Kabila. Pendant les 10 ans de Kimbuta, la fortune de Kinshasa a été destinée à Kabila. Si Kabila l'a prise sur le Congo, c'est aussi parce que l'honorable Fayulu l'a créé. C'est une monstruosité qu'il a lui aussi créée. Mais ici, je voudrais que les gens réfléchissent, comme nous l'avons dit ici. Notre constitution a été ainsi élaborée à Sun City, notamment avec l'aide du MLC, du RCD, et de tous ses opposants armés, et là, érigé en modèle de gouvernance au système semi-présidentiel, semi-parlementaire, qui a permis, lequel système a permis, qu'avec l'aide des anciens du MLC, et parfois même de l'IDPS, qui sont allés vers Kabila, qui lui ont donné suffisamment de moyens, Kabila a engrangé cette majorité au Parlement. On ne va pas aujourd'hui, avec responsabilité, demander à Tshisekedi, qui lui-même avec un génie tel a aidé quand même ce pays à avoir une gouvernance stable, parce qu'on serait dans une cohabitation plutôt brutale comme on en a vécu dans ce pays dont nous sommes d'emprunt constitutionnel, la France. Mais ici, nous travaillons, et il faut le reconnaître, avec cette majorité écartelée, chaque jour qui passe, chaque acte que nous posons, nous marchons sur les œufs. Ce n'est pas pour dire que si tout cela éclate, c'est Tshisekedi et l'UDPS qui perdent, mais c'est du temps que le Congo aura perdu, et de l'argent notamment pour réorganiser les élections, mais aussi pour tenter de refaire la stabilité. Moi, je pense qu'à ce jour, le professeur a souligné quelque chose de très important ici. Pendant que nous discutons de ce que nous faisons aujourd'hui de manière peut-être lente, de manière peut-être encombrée, le FCC est très sérieux. Le FCC est très sérieux.
Maintenant que je te parle, le FCC est en train d'élaborer les listes de ses candidats en 2023 aux élections législatives. C'est pour te dire qu'ils auront des gens qui, pendant que nous discutions ici de manière écartelée, ces gens-là seront sur le terrain en train de préparer les mêmes Congolais ici à les consommer. Et lorsque nous rentrerons à ces élections, que l'honorable Fayoulou va rejoindre peut-être à 2 semaines de urnes, il ne va plus faire ça. Il est en train de le faire. Parce que moi, je pensais que l'honorable Fayoulou devrait convoquer un grand congrès, et même s'il n'a pas pu maîtriser la Mouka parce que c'était une mosaïque de circonstances, mais lui devait convoquer un grand congrès, capitaliser l'engouement populaire qu'il a réussi à mobiliser dans certaines régions du pays et tenter de l'étendre pour préparer les élections à venir. Mais il est dans la distraction. Que fait l'UDPS? En même temps, mais je peux dire que c'est la même chose, nous sommes dans cette distraction, nous sommes dans cet aveuglement du miel. Moi, je crois qu'il est temps que l'on observe ce que l'OFCC fait aujourd'hui parce qu'il va rééditer cet exploit en 2023. Et là, il faut craindre que l'on vienne encore dire Kabila a l'emprise du Congo. Et s'il gagnera les élections, il aura l'emprise du Congo. On a terminé cette émission. Maître Bondo, est-ce que vous pensez que Étienne Tshisekedi, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Lumumba et bien d'autres, je veux dire Kassavubu, Kimbangu et les autres, ont-ils une âme en paix maintenant, en regardant le Congo, ce que le Congo est devenu? On termine par là. Vous savez, Christian, cette question que vous posez participe de la divination. C'est-à-dire, vous posez à un vivant une question à laquelle il doit répondre comme ayant mandat des morts, des esprits. C'est pour dire que je ne peux pas répondre au nom de ceux qui ne m'ont pas donné mandat. Merci de beaucoup. Parler d'eux parce qu'ils ne sont plus parmi nous. Vos voeux de mes voeux, c'est la renaissance du Congo, comme l'a dit le président de la République dans le vœu de Noël. Et pour que ce pays renaisse, il faut que nous changions de mentalité. Merci beaucoup. Et surtout d'être civique, respecter les lois du fisc, respecter la Constitution, respecter la loi qui organise les élections, et puis que les cours et tribunaux soient réellement le troisième pouvoir. Merci. Le temps nous a manqué pour parler de cette affaire de Jacamine. On en parlera peut-être prochainement. Prof, la même question. Aujourd'hui, lorsque les Français disent que si De Gaulle se réveille, il est très fier de la France après l'occupation allemande et tout ce qui est devenu la politique en France. Il est peut-être content. Si Lincoln se réveille et qu'il apprend que Obama était président, je crois qu'il va être très content. Et est-ce qu'aujourd'hui, si nos ancêtres qui se sont battus contre la colonisation, qui se sont battus contre d'abord l'esclavage, la colonisation et puis les dictatures et tout, si se réveillent, vont-ils être contents de nous? Ils vont dire que nous avons tout sapé. Si les morts pouvaient nous voir, je parlerais d'Étienne Tshisekedi. S'il pouvait nous voir, certes, il serait peut-être fier, content de voir son fils président, là où il a combattu, mais il serait très déçu du discours de Félix Tshisekedi, de son attitude vis-à-vis de Kabila, que Étienne a combattu avec de discours acerbes et à raison. Il serait très déçu. Mais, comme je dis, la suite, c'est Tshisekedi. Merci. Et c'est ça mon vœu. J'ai formulé le vœu que pour les 4 ans à venir, que Félix Tshisekedi se ressaisisse. Parce qu'il est à la croisée de chemin. Il est devant l'histoire des Congolais. Et il a une lourde responsabilité par rapport au retour de Joseph Kabila au pouvoir en 2023. C'est lui qui va décider. Très bien. Par rapport à la balkanisation de ce pays qui est en cours, c'est lui qui doit se décider. Et je crois qu'il est conscient. Lorsqu'il dit « je suis prêt à mourir pour le Congo », je crois qu'il est conséquent et il va tirer toutes les leçons.
Prof Tshilombaï, aujourd'hui, Étienne Tshisekedi dans sa demeure éternelle, vous pensez qu'il est fier de voir ses deux fils, l'un biologique, l'autre spirituel, c'est comme ça qu'il se réclame, être en contradiction frontale, parfois prêt à en découdre? Est-ce qu'il est fier du Congo pour lequel il s'est battu? Est-ce que Lumumba est fier du Congo aujourd'hui? Est-ce que ses ancêtres, là, nos ancêtres, sont-ils fiers de nous? Tshisekedi devrait être naturellement fier de voir Martin Fayulu en train de s'exprimer très librement pendant que Tshisekedi est au pouvoir, parce que c'est exactement pour la liberté que Tshisekedi s'est battu. Parce que hier, il faut le dire, Fayulu ne parlerait pas comme il parle. Lorsque Tshisekedi lui-même a osé parler en 2011, il a été mis en résidence surveillée pendant 2 ans. Toute sa vie, je veux dire. Par les militaires, n'a pas bougé. Et Tshisekedi, s'il se réveille aujourd'hui, il serait très fier de voir que son fils formalise exactement c'est pourquoi il s'est battu. Ça, c'est un fait. Tshisekedi ne manquerait pas d'être fier lorsqu'il s'imagine qu'aujourd'hui, nos fonctionnaires parmi les plus marginalisés de ce pays, les militaires en l'occurrence, sont en train d'être pris en considération par son fils, qui leur construit des logements, qui organise des soins de santé pour eux, qui a ouvert les portes des écoles. Qui envoie d'autres informations à l'étranger. Mais comment Tshisekedi ne serait pas si heureux de constater qu'aujourd'hui, c'est un fils qui a rendu effectif le vœu de liberté, de démocratie et de l'état de droit dans un pays où les gens peuvent se promener librement, où les cachots de la mer, les mouroirs qui étaient partout jusqu'à côté de la primature ont été fermés. Pourquoi ne serait pas fier? J'imagine que si Tshisekedi peut avoir un petit souci aujourd'hui, c'est sur ce que devient son œuvre, l'UDPS. Et je crois, j'appellerai à la conscience des uns et des autres, plus précisément de nos amis qui gèrent cette structure dans les conditions que nous savons, de revenir au bon sens pour que nous honorions. Qu'est-ce qui me fait rire, prof Mvoto? Qu'est-ce qui me fait rire? C'est rire là, je veux dire quelque chose. C'est souvent je veux dire autre chose. Non, je me plains de le prof qu'il ne faut pas qu'il soit mal compris. Ah ben franchement, l'UDPS, il faudrait en parler en tout. Il faut la tenter avec Maître Bondo et Tony Mwaba. Il y a eu des problèmes, donc on va en parler autre jour. Merci, prof Tshilombaï. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, c'est honorable député provincial. Merci, prof Mvoto. Vous êtes le coordonnateur adjoint de Chemin de la Paix, une structure qui accompagne le docteur Denis Mukwege, qui a d'ailleurs été congratulé par Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Dans ce rôle d'autorité morale du Congo. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup, maître Bondo. Je rappelle que vous êtes avocat depuis 30 ans et vous êtes les fondateurs même de l'avocat. Depuis 32 ans, l'avocat de Sans Frontières, donc le précurseur de ce courant. Là, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour Tribune de Presse 2019. L'on se retrouve demain, si Dieu le veut, pour commencer une nouvelle année. On va encore revenir avec le trio, peut-être un autre jour, pour discuter maintenant sur l'avenir, sur ce que nous allons devoir faire l'année prochaine, partir sur des très bonnes bases, avec la même facture, on va le faire. Merci d'avoir été nombreux. Nos vœux le meilleur, nos vœux de santé, de prospérité, d'engagement, comme Stéphane Nessel le disait. Nous devons d'abord nous indigner par rapport aux 20 ans qu'on a eu à passer, et aussi nous engager par rapport à l'avenir, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci, prof. Merci.